Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la directrice de l'eau et de la biodiversité, mesdames et messieurs les responsables d'administration, d'agences, d'organisations, partenaires, mesdames et messieurs les élus et salariés de la pêche associative, mesdames et messieurs, chers amis, invités, nous renouons cette année avec un congrès annuel normal, après celui l'année passée, au cours duquel nous n'avons pas organisé de prise de parole publique et politique en raison de la situation institutionnelle liée à la dissolution. C'est donc avec une joie doublée d'un fort enthousiasme de renouer avec notre format traditionnel et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Un format qui instaure sur une petite matinée un débat sur un thème, celui de l'eau, et un deuxième temps consacré à nos échanges au nom des 1 400 000 pêcheurs, avec vous, Madame la Ministre, en charge de l'écologie et de la pêche. Et je veux vous remercier bien vivement pour votre présence. Je le fais d'autant que votre portefeuille est vaste et votre planning très serré. Mais je ne manque pas d'idées pour l'avenir. Et à l'avenir, d'ailleurs, vous soulager de ce grand ministère d'une prérogative. J'y reviens dans un instant. Nous avons eu déjà l'occasion d'échanger directement, d'abord au cours de nos rendez-vous en début d'année, et surtout et régulièrement avec vos équipes. Comme je vous le disais, notre activité est pratiquée par 1,5 million de personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes convictions d'ailleurs, citadins, ruraux, hommes, femmes, pas assez certes, mais jeunes et moins jeunes. Et nous exerçons l'une de ces activités qui continuent d'année en année de séquencer la vie des Français avec deux grands moments forts populaires, festifs d'ailleurs, que l'on appelle l'ouverture de la pêche de la truite et en deuxième temps, l'ouverture du brochet. Notre activité est gérée par notre réseau associatif, composé de plus de 3 500 associations locales, 94 fédérations départementales, dont 2 ultramarines, et des associations spécialisées. Plus de 40 000 bénévoles qui sont, je le rappelais hier et encore ce matin, très investis, et 1 200 salariés directs qui remplissent nos deux missions sous la coordination de la FNPF. Donc ces deux missions, la protection et la défense. On parle de plus en plus de défense. On parlait de valorisation, maintenant on est obligé de parler de défense des milieux naturels, qui est l'indélébile ADN environnemental de la pêche de loisirs continentale, et la gestion et le développement de notre loisir, qui est bien sûr notre passion populaire. Or, suivant, je vous le rappelle, un sondage Harris présenté lors de notre Assemblée générale en 2004, il faut savoir que 86% des Français, de nos concitoyens, plébiscitent notre activité, plébiscitent l'activité pêche. Activité qui est donc populaire aux yeux des Français, mais la pêche est aussi, pour nous, populaire dans notre militantisme. Nous continuons à militer pour que l'eau, cette ressource si précieuse, si fragile, si abondante parfois, si rare souvent, pour que l'eau, qui assure la vie, qui quelquefois la met en danger aussi d'ailleurs, pour que l'eau retrouve non pas sa place, mais surtout la place qui est la sienne, c'est-à-dire
et avant tout une chose politique. Notre congrès, placé sous le sceau de la sacralisation de cette ressource, car aujourd'hui nous n'avons plus de mots assez forts pour alerter, sensibiliser à la situation que traverse cette politique. Alors nous avons souhaité tout à l'heure entendre nos invités et intervenants sur ce thème, car même si nous ne partageons pas toujours et forcément les mêmes idées, l'on peut poser tout de même quelques constats communs et je les remercie chaleureusement. Sur cette politique de l'eau, nous avons le sentiment d'avoir franchi un cap ces derniers temps, un cap car cette politique subit des assauts nombreux, répétés et de plus en plus forts. Le dernier en date a visé à placer cette politique sous la tutelle du développement de l'agriculture, lequel développement de l'agriculture agricole est hissé au rang aujourd'hui d'intérêt général majeur. Le développement de l'agriculture est dorénavant sacré. Sacré, car la nature, la ressource en eau, la biodiversité, les événements climatiques doivent s'y plier, hélas. Naturellement, la force de notre démocratie est d'avoir permis, au gré de la navette parlementaire, de concilier ou d'essayer, car la séquence totale n'est pas totalement achevée, de concilier l'environnement, la nature, l'écologie et le nécessaire développement de l'agriculture. Votre ministère, vous-même, Madame la Ministre, avez, et je vous en remercie, activement contribué à poser les conditions d'une conciliation juste et équilibrée entre ces deux impératifs. Mais que de coups de canif portés dans cette politique depuis les arbitrages défavorables intervenus sur les redevances pollution diffuse, jusqu'aux simplifications nombreuses et répétées dans cette politique si précieuse. Je pense à la définition des zones humides, aux procédures judiciaires et peines pénales spécialement créées pour les activités agricoles, à la volonté de faciliter la création de retenues de substitution ou de plans d'eau, aux attaques contre la continuité écologique, et j'en passe, jusqu'à la remise sur le marché, ça a été dit tout à l'heure, du néonicotinoïde, que chacun sait néfaste pour l'homme et pour la nature. Je veux profiter de ce moment pour dénoncer de nouveau et exprimer encore notre forte solidarité face aux agressions, intimidations, remises en cause, diffamations dont l'Office français de la biodiversité et ses agents ont été la cible. Vous savez, nous sommes de lointains parents de cet établissement public indispensable à la préservation, à la protection et à la restauration de nos biens communs, l'eau, la nature, la biodiversité. Plus globalement aussi, nous sommes solidaires de toutes les organisations publiques ou privées dont nos propres fédérations ou celles rattachées aux fédérations partenaires comme FNE qui ont subi ces intimidations, j'allais dire indignes de notre démocratie. Alors, je retiens de tout cela les données suivantes. Entre 2003 et 2006, nous sommes encore nombreux ici à avoir travaillé
et milité pour une loi sur l'eau forte, ambitieuse, d'intérêt général et durable, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a répondu à ces objectifs. Nous sommes quasiment 20 ans après, 20 ans de remise en cause de cette loi, de ses arbitrages et de ses ambitions. Moins de la moitié de nos cours d'eau sont en bon état écologique au sens des directives cadres européennes sur l'eau. Un poisson sur 5 est en situation difficile. Tous nos poissons migrateurs, on a au moins de 10 espèces en France, sont en grande difficulté. L'anguille et le saumon, pour ne citer que, sont condamnés à brèves échéances au rythme de nos atteintes au milieu naturel. Et c'est la raison pour laquelle nous maintenons notre conviction et notre cap autour de notre demande, Madame la Ministre, de création d'un ministère de l'eau. Vous avez compris mon allusion tout à l'heure en début, nous ne désespérons pas de voir ce portefeuille créé pour faire le pont avec de nombreuses politiques sectorielles qui en dépendent et qui lui sont intimement liées, à savoir l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la nature, l'écologie, la pêche, la mer, la santé. Et un débat national public qui se traduirait par une grande loi sur l'eau avec une implication forte des parlementaires qui sont ici et que je remercie, des ministères, des agences de l'eau, des instances de bassin, des élus, des spécialistes et bien évidemment des associations. Et alors il est grand temps d'arrêter les détricotages des lois par touches régulières, successives et partielles, d'arrêter les amendements ou propositions catégorielles d'intérêt particulier, de complaisance, de communication, de simplification, et tout y passe. Cette grande politique mérite, 20 ans après celle de 2006, une grande réforme pour prendre en compte ces nouvelles données économiques, écologiques, environnementales et sociétales. Voilà pour le premier point que je voulais aborder pour vous dire que nous restons mobilisés et que nous sommes à vos côtés aussi pour appuyer dans ces combats si, et je l'espère, vous souhaitez les mener. Une conviction profonde, fruit de plusieurs années de militantisme de terrain. Vous savez, nous ne ferons pas plier la nature. Nous n'inverserons pas les changements globaux, nous ne ferons pas couler de l'eau dans nos cours d'eau et nous ne fabriquerons pas de l'eau avec des textes. Dans la suite logique de mon propos, je souhaite aussi, Madame la Ministre, vous sensibiliser sur le dossier relatif à la situation des poissons migrateurs. Je veux d'abord vous dire combien il est appréciable de voir que les océans ont fait l'objet d'une mobilisation intense de vous-même d'ailleurs, de votre ministère, du gouvernement et même de la présence du président de la République dans le cadre de la conférence des Nations Unies dernièrement à Nice. Véritable succès diplomatique, cette conférence est indéniablement un moment fort de l'écologie internationale. Vous y avez abordé des sujets qui nous concernent, notamment l'anguille et le saumon. Leur situation est connue, elle est alarmante, elle était prévisible, mais je pense qu'elle n'est pas irréversible. Sur l'anguille, nous plaidons depuis l'origine pour un plan de gestion qui impose
une interdiction de pêche provisoire pour tous les pêcheurs, professionnels, de loisirs et aux engins, qui s'applique à tous les stades, et y compris et surtout à la civelle, moyennant une aide aux activités économiques impactées. Mais la survie de l'espèce ne peut se limiter aux seules mesures de pêche. Il faut aussi mobiliser d'autres leviers, notamment en faveur de la restauration de la continuité écologique. Or, sur ce point, et sans refaire l'histoire de ces 15 dernières années, l'on peut constater les reculs successifs de la réglementation, notamment inspirés par la volonté d'installer ou consolider des petits ouvrages barrant drastiquement la continuité écologique. Cela renvoie à mes propos sur les détricotages successifs de la loi sur l'eau de 2006. Sur le saumon, là aussi, la situation est grave. La sonnette d'alarme est sonnée depuis de longue date, déjà en 1994. Les pêcheurs avaient déjà demandé, je dis bien les pêcheurs avaient déjà demandé l'instauration d'un moratoire de pêche sur l'axe Loire-Allier. Nous vous avons récemment soumis le souhait impérieux de porter au niveau de l'État un plan national de sauvegarde qui place le dossier techniquement sous le suivi de l'Office français de la biodiversité, avec bien sûr une forte contribution des COGEPOMI et l'association des parties prenantes, nous-mêmes, les pêcheurs professionnels d'ailleurs, un plan qui lui aussi emporte un moratoire sur les prélèvements des pêcheurs professionnels et de loisirs. Nous nous rendons disponibles, si vous le souhaitez, à travailler activement à ce projet. Dans les deux cas, anguilles et saumon, nous ne pouvons accepter que notre seule activité subisse des restrictions ou des interdictions. Sur ces deux espèces, nous jouons leur survie avec elles, la survie de tout un écosystème et surtout un esprit de mobilisation. Les efforts doivent être partagés par toutes les formes de pêche sans distinction. L'exemple d'un plan de sortie de flotte volontaire, comme nous avons pu le lire dans la presse au sujet de la civelle, n'est pas, selon nous, suffisant. La civelle est à la base de la survie de l'espèce. On ne peut se contenter de démarches basées sur le volontariat. L'arrêt de la pêche de la civelle est juste un préalable. L'État doit prendre et assumer ses responsabilités. Nous espérons maintenant que toutes les propositions qui ont alimenté la presse ces derniers jours seront discutées dans les instances idoines de concertation afin d'y être enrichies, appropriées, afin de faciliter leur mise en œuvre. Là encore, je ne peux conclure sur ce dossier sans rappeler que ces espèces souffrent d'abord d'un problème sérieux qui est lié à la qualité de nos eaux et à la discontinuité écologique et biologique. Mais dans certains cas, il est plus facile d'incriminer une autre cause. C'est comme ça. Je souhaite aussi rapidement évoquer le dossier silure. Je sais, Madame la Ministre, que vous en êtes saisie. Lors de notre rencontre, nous avons exposé la position
équilibré et fortement marqué par des données objectives, le refus d'un classement national en espèces exotiques envahissantes ou en espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres, avec la possibilité d'étudier au cas par cas la nécessaire régulation si des déséquilibres sont avérés. Une note de l'Office français de la biodiversité devait faire le point sur les nombreuses études et expérimentations menées. À ce jour, nous n'avons aucune nouvelle de cette étude, mais il semblerait même que plusieurs versions de cette étude aient circulé. Un groupe national dédié aux silures existe de longue date. Il n'a pas été réuni depuis longtemps. Mais nous avons une certitude absolue. Un classement en espèces exotiques envahissantes serait, de notre point de vue, probablement illégal, en raison de l'histoire même de cette espèce, que chacun s'accorde à dire qu'elle est native et figure dans la liste des espèces représentées. Oui, le silure est largement présent en France. Par ailleurs, un tel classement interdirait la remise à l'eau pour les pêcheurs, avec toutes les conséquences que cela emporte en termes d'image pour les uns et pour les autres d'ailleurs, ministères, collectivités locales, nos fédérations et les pêcheurs eux-mêmes d'ailleurs. Et il nous paraît quand même inenvisageable de laisser le long des fleuves et rivières des carcasses de poissons morts. Tel n'est pas notre intérêt commun d'ailleurs, et telles ne sont pas nos valeurs. Si un tel classement devait être entrepris, je vous le dis avec toute notre conviction, nous n'hésiterons pas à saisir le juge. À ce jour, nous restons sur les éléments de connaissance suivants. Le silure est un poisson pragmatique qui a trouvé sa niche. Son impact sur les poissons communs n'appelle pas de remarques particulières. Son impact sur les migrateurs n'a pas apparemment de trouver de remarques particulières, mais n'indique pas non plus d'une inquiétude particulière. Il conviendra, je cherche mes pages, excusez-moi, il conviendra d'assurer que, il faut vraisemblablement réserver l'impact du silure sur la lamproie et la lauze, mais là encore, nous ne demandons qu'en discuter avec les instances concernées, celui dont je disais tout à l'heure qui n'a jamais été réuni, c'est-à-dire le groupe de travail silure, et le comité des pêches du Comité national de l'eau. Nous voulons également profiter de votre présence, Madame la Ministre, pour aborder un dossier, je crois que mes collègues s'en impatientaient d'ailleurs, important pour notre réseau, celui du cormoran. Alors, c'est l'un des tout premiers dossiers soumis à votre arbitrage. Autant vous dire, au nom de notre conseil d'administration et des représentants des fédérations ici présents, merci pour votre pragmatisme, merci pour votre courage. Et je veux également saluer quand même et remercier M. Hervé Berville, l'ancien secrétaire d'État en charge de ce dossier, avec qui nous avions entrepris de rééquilibrer un arbitrage injuste de l'État qui a posé le principe de la non-régulation sur les cours d'eau. Et vous savez aussi
que cette décision de l'État a été invalidée par le Conseil d'État. Vous avez de nouveau permis que les préfets, ne vous inquiétez pas, je ne retrouve les pages, puissent, sur la base de données, permettre de tirer le cormoran afin de protéger le peuplement piscicole. Cette décision a rassuré notre réseau et j'en profite aussi pour saluer la mobilisation de tous, les élus, les parlementaires, et aussi un grand merci à Daniel Labaronne, président du groupe Chasse-Pêche à l'Assemblée, pour sa mobilisation de tous les instants. Nous travaillons avec vos équipes, avec la direction de l'eau, mais aujourd'hui, je souhaite quand même que puisse être envoyée en urgence aux directions départementales de l'agriculture et de la mer une circulaire pour appuyer nos fédérations dans le cadre de la circulaire qui a été envoyée et de permettre de la faciliter pour que ces fédérations puissent déposer les demandes d'autorisation de tir. Il conviendra d'assurer que ces circulaires d'application, encore une fois, ne détricotent pas le contenu de l'arrêté que vous avez signé ou surtout ne complexifient pas la procédure, ce qui est, hélas, trop souvent le cas. Le besoin de rapidement évoquer aussi la situation de la Bretagne et de la Normandie qui ont été exclus du dispositif de tir de régulation. Nous souhaitons que s'organisent rapidement des réunions d'échange avec les acteurs locaux. C'est d'autant plus important que ce sont des territoires particulièrement concernés par les poissons migrateurs. Enfin, nous pensons aussi que l'évolution favorable de cette espèce aujourd'hui, tant en France qu'en Europe, mérite que l'on s'interroge sur l'opportunité de maintenir son classement actuel. C'est un sujet sur lequel nous souhaitons activement travailler, le déclassement de cette espèce, et nous souhaitons bien sûr la collaboration de vos services. Dans le même ordre d'idées, il nous semble que ce dossier, j'allais dire pour plus d'équité, être également confié à l'Office français de la biodiversité en raison de sa proximité avec le concept de gestion adaptative. L'OFB pourrait également gérer le suivi du recensement national, le protocole, la remontée des données, la synthèse des rapports et bien sûr du suivi de l'espèce. Voilà, Madame la Ministre, telles sont les attentes et les préoccupations des pêcheurs. Comme je vous l'ai dit au début de mon propos, elles sont empreintes d'une véritable volonté de sacrer notre bien public et notre bien commun, l'eau. Votre présence ce jour, votre disponibilité nous rassure et je ne vous cache pas que nous comptons beaucoup sur vous. Et merci de ne pas nous décevoir et merci de m'avoir écouté.